Je me rappelle quand j'étais en théologie, je participais à la rédaction d'un journal qui existait et qui existe encore, qui s'appelle le christianisme au XXe siècle à l'époque. Et alors, j'ai le souvenir d'un article qui avait été écrit par le rédacteur en chef, le titre était « Asseyez-vous donc ». Asseyez-vous donc. Alors, vous qui êtes mes invités du samedi, asseyez-vous donc. Vous êtes toujours les bienvenus et nous sommes heureux de pouvoir échanger ensemble. 3 sujets, tout de suite on va entrer dans le vif du sujet, 3 sujets que vous voulez qu'on aborde. Le premier, c'est celui de Kolela encore. Alors, vous me demandez ce que je pense de tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que surtout cette nuit, toute notre équipe était mobilisée pour suivre toutes les réactions, tous les commentaires. Mais bon, moi je suis Larry, et je ne suis pas de ceux qui ont renié le fait d'être Larry devant ce qu'on appelle le veau d'or du Congo. Et chez les Lari, on dit Biobi Mpangaza, c'est-à-dire que tout ça, c'est l'agitation, plus que l'agitation même. Et je ne vais pas revenir sur les propos d'un repris de justice, ce n'est pas cela qui m'intéresse. Je voudrais vous dire 3 choses. La première, c'est que moi, je suis totalement légitime de relever ce problème de choléra. Parce que le docteur Guy Parfait Kolela est mort le 20 à Brazzaville. Et quand on regarde la manière dont on tue depuis 40 ans maintenant les responsables politiques, il y a beaucoup à craindre. Il y a le docteur Clément Mwamba qui vient, que je connaissais, parce qu'on était ensemble à la Banque des États d'Afrique centrale. Il était le chef de service du crédit, je me rappelle, avant d'aller à Yaoundé. Et alors, il est mort et tout d'un coup, on dit comme le cas de Kolela, il est mort de coronavirus, mais ça n'a jamais été attesté. Comme je n'ai pas eu le temps de suivre ce dossier, je suis persuadé que c'est pire qu'un empoisonnement, c'est plutôt un assassinat qui a été mis en place. Mais il appartient maintenant à d'autres Congolais peut-être de se réveiller, parce que c'est la même chose. Ngouabi est décédé, on ne sait pas exactement les conditions réelles. On est toujours dans l'à peu près historique chez nous, mais l'à peu près ne construit pas la conscience politique et la conscience historique d'un pays. Il faut que le pays se réveille, il faut que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, tu prennes conscience que ton pays est en danger. Parce que moi, on m'a empoisonné à Paris, la grâce de Dieu a agi, j'ai retrouvé la force, mais ça m'est arrivé à moi, mais peut-être demain ça arrivera à vous. Dès que vous commencez à émerger, vous devenez un danger. C'est le danger qu'il y a au Congo. Il ne faut pas se fermer les yeux. Le Congo est en danger. Donc, si vous ne vous réveillez pas, c'est votre faute. Moi, j'ai fait ma part. Quant au niveau de légitimité, je suis docteur en droit international public. Ma thèse a été, on a demandé même qu'elle soit publiée. Elle est devenue un livre qui est utilisé par les facultés, qui s'appelle Monnaie africaine. Et c'est des références claires. Donc quand je parle, quand j'analyse les dossiers en tant que juriste, en tant que l'avocat que je suis, j'ai une légitimité à pouvoir le faire. Je ne fais pas la démagogie comme beaucoup qui vont rassembler les gens, qui reçoivent l'argent la nuit, mais je parle techniquement des choses. Quand j'ai eu à démontrer que la déclaration de décès qui avait été faite était faux, que ce n'était pas ainsi que ça se passe, parce que si ça s'avérait, ça signifie dans la réalité des faits, que Monsieur Kolela est arrivé en cadavre
Si ce n'est pas un médecin qui a fait la déclaration, c'est un cadavre. Et ce cadavre, il était déjà cadavre en étant à Brazzaville. Donc il y a tout ce qu'on a monté là. Je l'ai démonté. Et c'est parce que j'ai démonté que le dossier continue à fonctionner jusqu'à présent. Deuxième élément qui est important, c'est que j'ai été candidat, 2 fois candidat à la présidence du Congo. Et j'ai eu en face de moi les mêmes manœuvres, les mêmes élucubrations, les mêmes tricheries. Donc, à ce titre-là, quand je dis qu'il soit rétabli que Kolela a été tué le 5, pendant le 20, vous voyez bien qu'il y a une légitimité et je veux que ces élections soient annulées. Donc, il y a une deuxième légitimité, troisième légitimité, qu'on le veuille ou pas, Kolela a été tué parce que c'est un enfant du Sud. Et il faut quand même ouvrir les yeux. C'est un enfant d'un Lari, parce que les autres, on les a mis en prison. Pourquoi est-ce que Kolela n'a pas été mis en prison ? On a voulu qu'il soit tué. Et il faut, comme beaucoup de Lari se sont pratiquement couchés comme des chiens au pied de Sassou, ben, il faut qu'il y ait Kunku qui se réveille, qui dit que c'est fini. C'est fini. Et à partir de là, je crois que il faut que vous preniez conscience qu'il y a un danger, un risque énorme dans la demeure. Alors, si vous voulez, vous, continuer à jouer aux morts, vous avez le droit. Mais pour moi, je dois dire que Mamouyi n'a betome manga yao maintenant. Et il faut s'amoumer wa. C'est fini maintenant. Il faut que le Congolais se relève, que le Congolais puisse avoir de l'ossature, des nerfs. Et Makambo est au Boyango, et Sili. Il faut maintenant une conscience politique haute, il faut une conscience historique haute. Il faut que nous écrivons une histoire claire. Kolela a été empoisonné par Sassou. Ayessala l'avait dit, et ça c'est une réalité. On a même mis en cause des filles comme Bibiane, et ainsi de suite. Heureusement que tu es intervenu. La thèse de Bibiane a disparu jusqu'à présent. Alors, donc, on a un problème. Madame Kolela, avec tout le respect, je demande que la vérité, vous puissiez la dire. Parce que c'est cela qui vous sauvera. Sinon, vous irez en prison. Il faudrait appeler les choses par leur nom. Maintenant, je vois toutes ces insultes contre Lydie Kolela, mais Kolela, elle ne fait rien d'autre que chercher la vérité. Et pourquoi est-ce qu'on lui reprocherait d'avoir cherché la vérité? Donc voilà, pour moi, c'est un problème sérieux. Je ne vais pas m'arrêter là et je veux que la réalité soit établie. J'ai donné tous les moyens qu'il faut. Et maintenant, il y a quelques jours qui restent. Est-ce que les avocats ont fait un référé peut être même fait d'heure à heure pour une affaire urgente comme celle-là? Il appartient aux avocats de pouvoir le faire. Donc, mon rôle, je l'ai assumé. Voilà, donc n'allez plus écouter toutes ces histoires-là. Ceux qui veulent aller écouter, s'amuser, ils n'ont qu'à aller s'amuser. Moi, je n'ai pas le temps d'écouter des repris de justice. Il est temps maintenant que nous puissions aller à l'essentiel parce que le Congo et les Congolaises souffrent beaucoup. Ils sont même en grand danger de mort. Donc voilà, et ça doit s'arrêter. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième point, je suis théologien et je suis protestant. Pourquoi je le dis? Parce que si je fais émerger des chefs d'entreprise, des femmes qui entreprennent, des Congolaises, c'est le cas de Madame Lee, c'est que en fait, je suis animé par une politique qui est fondée par ce qu'on appelle l'éthique protestante. L'éthique protestante, c'est Max Weber qui avait écrit un livre, un grand sociologue allemand, le livre s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et je pense que le Congo a besoin d'avoir une éthique qui puisse permettre que nous puissions haïr la pauvreté. La pauvreté n'est pas un compagnon de l'homme. La pauvreté est une maladie qu'il faut guérir. Donc, il faut chercher les moyens par lesquels les personnes, dans le passé, les sociétés ont pu résoudre le problème de la pauvreté. Et donc, c'est en entrant dans une logique
capitalistique, on entre dans une logique de l'entrepreneuriat, en se prenant en charge, en prenant au sérieux ce que nous sommes et ce que nous avons comme richesse. Donc c'est pour cela que ces entreprises, quand les personnes m'approchent, quand je vois le sérieux, je fais la promotion. Et à un moment donné, je vais proposer même une sorte de participation dans des structures, appeler les gens à entrer dans les capitales, de telle façon que les Congolais deviennent des chefs d'entreprise, des femmes et des hommes chefs d'entreprise. Et c'est cela qui sauvera, je dirais, cette nation. Voilà, monsieur, oui, vous posez la question sur le problème des personnes, des Congolais et des Congolaises qui peuvent devenir des députés en France. Oui, j'ai été approché par un député qui m'a demandé de choisir parmi les Congolais qui ont une double nationalité ceux qui veulent devenir des candidats à la députation. L'idée me paraît très bonne parce que je dis toujours que le Congo, il y a un Congo national, mais un Congo qui est dans l'universalité. Et dans cette universalité, il faut que les Congolais se lèvent. Il ne faut pas que les Congolais soient toujours les derniers, les immigrés, toutes ces choses-là. La dernière fois, j'avais dit que Dieu dit toute terre que ton pied foule, la plante que ton pied foule, je te la donne. Et il faut arrêter de demander toujours des autorisations pour pouvoir s'affirmer là où vous êtes. Donc c'est pour cela que je lance là un appel officiel qui fait que ceux qui ont les doubles nationalités, qui se sentent une sorte d'énergie et de force et d'appel pour la députation française qui aura lieu, je crois, en juin, je veux discuter avec eux. Ils peuvent s'approcher de moi et nous aurons la possibilité de les encadrer, de les aider, de trouver même des moyens pour qu'ils soient soutenus et pour qu'ils puissent gagner. Parce que je suis d'accord avec Nelson, le président sud-africain, qui disait que je ne perds jamais. Et je crois qu'il faut entrer dans cette logique de ne jamais perdre. Ne jamais perdre à l'intérieur du pays, mais ne jamais perdre aussi à l'extérieur du pays. Donc, ce à quoi j'appelle les Congolais, c'est un rayonnement. Il faut que nous puissions rayonner. Il faudrait que les Congolais aient la fierté d'eux-mêmes. C'est ça qu'on leur a enlevé. Ils doutent. Ils ne savent même plus finalement à quoi servent leur formation, leur diplôme, même leur richesse, même leur pays. Vous voyez, en fait, on les a pratiquement, excusez-moi le terme, émasculés de telle façon que tout est à valo, tout est donné. Et même leur vie n'a plus de sens. Moi, je dis, votre vie est importante. Et qu'un pays qui ne soutient pas sa diaspora, et je dirais un pays qui est destiné à mourir et qui sera aussi méprisé sur la terre entière. Parce que comme je l'avais déjà dit, ce n'est pas le nombre de kilomètres carrés qui fait la puissance d'un pays, c'est au contraire l'intelligence des gens. Et cette intelligence, elle se vit à l'intérieur dans la pleine liberté. C'est le combat que nous avons à l'intérieur du Congo pour combattre ce pouvoir de mercenaires, mais c'est vu aussi à l'extérieur. C'est par le rayonnement que les Congolais auront à l'extérieur, dans les grandes capitales, dans les grandes organisations, que le Congo sera respecté. Et il faudrait que chaque Congolais qui s'exprime, qui vit à l'étranger, comprenne qu'il est porteur d'une part de la souveraineté congolaise. Et c'est vraiment vers cela que nous devons aller. Il faut cesser d'être une petite région, un petit village, ainsi de suite. Non, il faut contribuer à ce village planétaire. Il faut que l'on compte. Il faudrait que, je dirais, on ne parle pas des décisions importantes sans qu'on ait demandé l'avis d'un Congolais. Et cela, quand nous allons arriver à ce niveau d'éclosion, nous nous rendrons compte que nous sommes vraiment non seulement solidaires, complémentaires, mais également notre complémentarité, notre solidarité fait de nous un peuple intelligent et puissant. Et parce que ce que l'on ne comprend pas, et c'est en écrivant mon livre sur la théorie de la tontine que j'ai pu me rendre compte de la place de la diaspora
Il y a un livre que, pour ceux qui lisent l'anglais, que je me permets de vous conseiller. C'est le livre de Joel Kotkin, un journaliste américain, qui a écrit un livre qui s'appelle Tribes et qui montre bien que la société américaine actuellement, elle fonctionne avec des tribus. Et rappelez-vous, pourtant, chez nous, c'est des grands discours. Abat le tribalisme, abat tout cela, alors que les gens fonctionnent pire que le tribalisme. Et il a pu constater qu'il y a des tribus américaines, ce qu'on appelle Amérique, ben c'est des Irlandais, c'est des Français, c'est des Juifs, maintenant c'est des Japonais, c'est des Asiatiques, des Chinois, et il faut que même là-bas on compte, à un moment donné, qu'on puisse dire que c'est des Congolais. Et c'est cela, c'est cette fierté qui m'anime. Et si cette fierté, elle anime chacun de vous, alors nous sommes sur le bon chemin. Alors, la parenthèse que nous avons vécue jusqu'à présent, la parenthèse des Sassou et consorts, ne sera que refermée. Ce sera une parenthèse de sang, malheureusement, comme le signalait et le déplorait le grand écrivain Sonny Labutansi. Mais cette parenthèse, elle doit se refermer. Donc c'est dans ce sens-là que nous parlons et que j'ai accepté la possibilité de pouvoir choisir quelques Congolais en France, mais je demande aussi que ça le soit au Canada, ça le soit aux États-Unis, peut-être partout dans le monde, que le Congolais sente que là où il est, il existe. Et c'est cela, c'est vers ça que je veux attirer l'attention des Congolais. Donc vous voyez bien, mesdames, messieurs, que le combat que je mène, c'est vraiment un combat de la réhabilitation de la conscience congolaise, un combat de la réhabilitation disons, de l'état mental du Congo, des Congolais, parce que le sous-développement, cette acceptation de ce génocide que l'on fait sur le Congo, une partie, c'est lié à l'état mental. C'est parce que l'état mental du Congo et du Congolais a été tellement écrasé